Je vous propose peut-être de parler avec la salle, qui aura certainement beaucoup de questions à poser. Simplement, je ne veux pas interrompre votre présentation, mais je pense qu'elle peut venir, la conclusion peut venir naturellement avec les questions que vous avez toutes et tous peut-être à poser aux différents intervenants. Un ou deux micros sont à votre disposition si vous le souhaitez. Alors, une question de la salle, Denis Bachelot en l'occurrence. Nos charmantes hôtesses vous apportent le micro. Voilà. Oui, merci. Je voulais poser une question à Marc Gigé. Les tableaux que vous avez montrés étaient saisissants, et notamment sur la différence entre l'Europe du Nord et le reste de l'Europe. On a eu tout un débat ce matin, je ne sais pas si vous l'avez suivi et écouté, entre De Boissieu et Attali, sur le fait de savoir si l'Europe allait sortir renforcée ou allait exploser du fait de la crise que nous traversons. Alors tous les deux sont tombés d'accord pour dire que l'Europe, enfin Christian de Boissieu plus d'ailleurs, que l'Europe va sortir renforcée parce qu'on n'a pas d'autre choix. Quand on voit votre tableau, on peut se poser la question, est-ce que l'Allemagne et son glacis nord-européen auront longtemps envie de servir de stabilisateur et de bouée de sauvetage à une Europe méridionale qui part un peu en quenouille? Marc Gigé. C'est difficile. Oui, c'est difficile comme question. C'est un peu le problème du nord de l'Italie, du sud de l'Italie. Mais c'est pas si simple. Les chiffres sont un peu hard quand on les regarde comme ça. Le nord de l'Italie reste la capitale mondiale de la création. Barcelone, c'est la ville la plus moderne, la plus branchée, la plus innovante d'Europe. Et l'Espagne n'a aucun état d'âme par rapport à une langue qui va devenir la deuxième langue officielle aux États-Unis avant 30 ans. Et pour d'autres questions. Donc, l'Europe, c'est un ensemble. Quand elle combine ses capacités, ses compétences industrielles, d'organisation, de création. Airbus en a un exemple. La France fait maintenant moins de 18% d'un Airbus. C'est pas grave. Parce qu'on a des départs partout. Donc, il y a les Allemands, il y a les Américains, il y a les Espagnols, il y a les Chinois, il y a les Russes, etc. C'est-à-dire que chaque pays européen pris tout seul, il est trop petit. C'est vrai que l'Allemagne, par sa puissance industrielle, impressionne, d'autant qu'elle avait gardé sous le coude la relance du marché intérieur. Donc, elle aborde la crise en très bonne position. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la reprise, il est évident que des voitures qui ont des bons moteurs, des bons accélérateurs et des bons pneus démarreront plus vite que les autres. Quand ça sera passé, je pense qu'il y a des synergies, des intérêts. Le risque, ça serait que chacun se la joue perso en Europe, quoi. L'Europe dans son ensemble, quand on la cumule, elle est leader dans tout. Pratiquement dans tout. Sauf que ça n'existe pas tout à fait, quoi. On fait semblant que ça existe. Enfin, ça existe aussi, les entreprises coopèrent toutes, c'est une réalité. Je pense qu'il faut lui garder sa souplesse. Je vous dis, qui aurait donné gagnant au Nokia qui faisait des saucisses et du papier de toilette il y a 25 ans par rapport à Motorola? Franchement. Ça a bien changé. À l'époque, on parlait de finlandisation, si vous voulez. Donc l'Europe dans le monde, sachez que des universités américaines viennent se former en Europe sur comment gérer l'innovation et la haute technologie. Donc on est confiant dans l'Europe. Je pense qu'il ne faut pas opposer les pays parce que là, ça risquerait de faire mal inutilement. Il y a des précédents. L'Europe, il y a un atavisme dangereux. Il faut faire attention, quoi. Justement, Marc Gigé, les relations entre France et Allemagne, peut-être comparaison. François David, comment vous voyez cela, vous, en termes de, si on fait un comparatif des points que nous évoquions tout à l'heure entre les deux capitales, Paris-Berlin? Oui, moi je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'a dit M. Gigé, sauf sur un point, qui est un point qui revient de manière récurrente dans la presse ou ailleurs, qui est la comparaison entre le déficit commercial français et l'excédent commercial allemand. Premièrement, la notion d'excédent ou déficit commercial est une notion périmée. Le déficit commercial, c'est plus d'importations que d'exportations. Les importations dépendent de la croissance chez nous, les exportations dépendent de la croissance chez les autres. Ce sont donc deux flux qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. La France est le seul pays de l'OCDE, le seul, où dans les commentaires de journaux, on parle d'excédent ou de déficit de la balance commerciale. Les autres parlent de la croissance des entreprises avec l'investissement à la notion de déficit commercial est une notion purement française. Premier point. Deuxième point, 50 milliards de déficit en France l'an dernier, so what? En Grande-Bretagne, 140 milliards de déficit. En Espagne, 130 milliards de déficit. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on est des grands exportateurs ou pas? Ça, c'est le vrai sujet. Et si on regarde le montant d'exportation par tête d'habitant et qu'on compare les grands pays de l'OCDE, la France est le deuxième exportateur par tête d'habitant. Premier l'Allemagne,
Deuxième, la France. Un Français exporte 60% de plus qu'un Américain, 40% de plus qu'un Japonais, 30% de plus qu'un Espagnol, 20% de plus qu'un Italien ou un Britannique. Nous sommes de grands exportateurs. Donc arrêtons de nous flageller sur le commerce extérieur en disant on est des mauvais parce qu'on est un déficit et les Allemands sont des bons parce qu'ils ont un excédent. Et dernier point, un grand défaut français très fréquent, c'est de se comparer uniquement aux meilleurs pour dire on est des mauvais. Je prends une comparaison tennistique. On dit la France, ouais, il y a peut-être 4 bons joueurs, mais Nadal, lui, a gagné Roland Garros. Nadal est une exception. Le commerce extérieur allemand est une exception. Il faudrait mieux se comparer aux autres, et si on fait ça, eh ben on verra que la France a le plus de joueurs dans les 20 premiers au tennis que dans n'importe quel autre pays du monde. Donc comparons-nous à ce qui est comparable, et ne nous comparons pas systématiquement à la seule exception pour dire on est des mauvais. Comparaison n'est pas raison, si je vous suis bien. Rapidement, monsieur Favier. Décidément, on est victime. Je vous en prie. Non, pour poursuivre le propos, je crois que on a regardé un peu les chiffres avec mon équipe et dans mon papier que vous trouverez, on voit qu'on a progressé de 40% en termes de montant d'exportation depuis l'arrivée de l'euro. Et qu'encore l'an dernier, sur 9 mois, 2008, on a progressé de 3%. Et effectivement, on n'a jamais autant exporté, on est à plus de 400 milliards d'euros. 410 et des poussières, on n'a jamais autant exporté. En revanche, juste sur le parallèle avec l'Allemagne, il vous a pas échappé dans ce que je disais tout à l'heure ou ce que je présentais tout à l'heure, que notre volonté de rationaliser un petit peu le système a quelque chose de germanique. Et que notre volonté de faire en sorte que les étatiques, les consulaires et les régionaux, les territoriaux jouent, sinon la main dans la main, du moins de manière coordonnée, organisée et plus efficace, ça a quelque chose effectivement d'un modèle qu'on voit outre-Rhin et qui marche pas si mal parce que les entreprises allemandes ne s'en plaignent pas trop. Monsieur a une question au premier rang, si on peut apporter un micro. Ah, vous l'avez déjà. Patrick Bord, c'est une question à Monsieur Giget. Est-ce qu'une explication entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud vient pas qu'il y a des économies qui sont parfaitement déclarées et puis il y en a qui sont nettement souterraines et que la différence entre les deux, ça fait quand même une très très grosse partie du PIB de ces pays, notamment méditerranéens? Ça ne joue vraiment que pour l'Italie. Et un peu pour la Grèce. Pour l'Italie, oui. Pour l'Espagne, non. On connaît les raisons de la crise, etc. Mais... les Français n'aiment pas que le modèle soit en Allemagne pour X raisons. C'est un des documents les plus vendus qu'a jamais vendu la documentation française. C'est un rapport qui s'appelait La désindustrialisation au cœur du modèle allemand. Les Allemands en rient encore d'ailleurs. Mais c'est pas gênant qu'on ait des pays qui fonctionnent bien. Il y a aussi le Danemark, il y a aussi les Pays-Bas, etc. La Finlande qui est considérée comme des références. Je dirais il n'y a pas de complexe à avoir, mais moi je pense qu'il faut partir d'un diagnostic objectif. L'Allemagne aligne 350 entreprises leaders mondiales. Et ça peut être des petites entreprises, des moyennes, etc. Plutôt des moyennes d'ailleurs, à part quelques grands. Bon, c'est pas gênant, mais moi je suis de l'analyse internationale. Faut partir d'une analyse plutôt objective. La France exporte beaucoup, mais elle importe beaucoup parce qu'elle est souvent maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'on compte, quand on exporte un Airbus, on compte 100, ce qui entraîne immédiatement une importation de 82. Donc on a des gros chiffres dans un sens et des gros chiffres dans l'autre. Mais bon, c'est pas fondamental. Mais enfin, il y a beaucoup de domaines où on n'est pas présent, où on était présent, où l'industrie était présente, où les services étaient présents. Donc il y a de la reconquête à faire, incontestablement. Daniel Bernard, vous partagez ce point de vue? Oui, moi je voudrais faire un pont entre ce qui vient d'être dit entre plusieurs interlocuteurs. D'abord, moi je pense tout à fait qu'il est fondamental de relancer l'innovation et les infrastructures. C'est par là qu'on va relancer l'économie mondiale, pas simplement par la consommation. M. Giget a dit aussi un concept très important, à condition de continuer à partager le travail au niveau mondial et pas de s'enfermer chez soi. Donc moi j'ai peur quand on dit subvention égale non-délocalisation, parce que l'Airbus il est fabriqué partout, les voitures aussi. Et je voudrais revenir sur la présence française à l'étranger. Je crois qu'on est bon si on chasse en bande. C'est ce que font très bien les Italiens. Les Allemands le font avec une méthode beaucoup plus germanique, mais c'est très bien fait aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont très présents dans le monde entier. On l'a été d'abord avec les grandes entreprises, et moi je suis fier de dire qu'à côté de chaque Occitane, il y a aussi un Carrefour, par exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, en Chine, au Conseil de Pékin, on était 3. Il y avait Peugeot, Veolia et Carrefour. Et quand on a chassé en bande entre les gros, on a créé des tas de structures pour aider les petits, qu'on a entraîné derrière nous, notamment au niveau de la grande distribution, puisque c'est un exportateur de style de vie. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même beaucoup de réactions qui sont des réactions de la microéconomie. Et on parle trop souvent, nous, quand on parle de la crise, de la macroéconomie, de la réaction de l'État. Moi, je fais beaucoup confiance aux hommes qui se débrouillent tous les jours pour chasser en bande, créer des marchés, dans les marchés porteurs, innovation et infrastructure. C'est le fameux management que vous évoquiez tout à l'heure, entre autres Daniel Bernard.
Une question, intervention, Serge. Le rouge est-il mis? Voilà, c'est bon. Oui, je voulais poser une question à Monsieur David. Il y a quand même un problème, je suis un ancien directeur d'export et d'international, il y a quand même un problème, lorsque l'on importe beaucoup, c'est qu'on a un certain nombre de savoir-faire qu'on n'a plus au niveau des entreprises locales, et si on les a plus, on ne peut pas les exporter. Et donc je trouve que c'est quand même préoccupant, parce que vous avez cité des pays qui ont une balance commerciale faible, mais une balance financière très forte, comme l'Espagne et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Je pense que pour un pays comme la France qui avait des savoir-faire, on voit dans beaucoup de métiers ces savoir-faire disparaître, parce qu'il n'y a plus de marché local, plus de marché national, et donc il n'y a plus non plus d'expérience qui permettent d'exporter. Donc ça me préoccupe, et je voulais vous interroger là-dessus. Et il y a un deuxième point sur lequel je voulais vous interroger, c'est vrai que c'est pas grave d'avoir une balance commerciale déficitaire, mais quels seraient les moyens pour qu'elle redevienne positive? Les moyens, la recette. La recette pour que notre... positif. François David. Alors sur le premier point... C'est que des questions faciles. Non. Daniel Bernard citait l'exemple de l'Airbus en disant quand on vend un Airbus, ou M. Gillet, je ne sais plus, quand on vend un Airbus, on vend des petits bouts allemands, etc. Vous savez que quand les Américains vendent une très belle voiture qui s'appelle la Touareg, elle est fabriquée à 95% en Slovénie. Donc c'est une exportation allemande, 95% fabriquée ailleurs. C'est inéluctable, c'est quelque chose qui va continuer, donc il ne faut pas se voiler la face, et c'est une bonne chose. Prenons l'exemple de l'Airbus. Tout le monde a dit « Ah, on va faire fabriquer des bouts d'Airbus en Chine, c'est affreux, les Chinois vont finir par fabriquer des avions. » Mais bien sûr, et heureusement qu'on en fait fabriquer en Chine, parce que si on ne le faisait pas, Boeing le ferait fabriquer en Chine, point final, et Airbus serait hors jeu. Donc il y a une division internationale du travail qui se fait, nous perdons des compétences, et donc ce qu'il faut, comme le disait Daniel Bernard, c'est rester au bon niveau technologique qui fait qu'on a chaque fois un petit peu d'avance. Mais sur les industries qui sont, entre guillemets, le mot est un peu excessif, condamnées à cause de la concurrence, c'est comme ça. Donc on perd de l'expertise, mais c'est inéluctable. Le tout est d'en garder dans les secteurs où on est les meilleurs. Et d'où l'intérêt, l'importance de l'innovation, la recherche, etc. Et sur le deuxième point, quelle est la formule magique pour passer d'un excédent à un déficit? Il n'y en a pas. Il ne faut surtout pas que ce soit l'État qui s'en occupe, parce que c'est les entreprises qui exportent, c'est pas l'État. C'est les entreprises qui l'exportent. Pour exporter, il faut quoi? Il faut un produit, il faut des gars qui en veulent, il faut des types qui parlent les langues étrangères, et surtout, des types qui respectent la culture étrangère. C'est très important. Nous, en France, on n'est pas mauvais à l'exportation, comme je viens de vous le dire. On a un petit défaut, bien français, qui est qu'on considère que quand on raisonne à la française, on va emporter un marché. Parce que comme on est le peuple le plus intelligent du monde, si on raisonne à la française, l'autre va raisonner comme nous. Eh bien non. Quand on négocie avec un Iranien, un Chilien, un Brésilien, un Américain, il y a un langage adapté à chacun et il faut être humble. Donc le respect de la culture de l'autre est, je crois, une des clés absolument essentielles d'un succès des chefs d'entreprise à l'exportation. Ça peut être la force de persuasion aussi. Autre question de la salle. Il nous reste, on se donne encore 3 petites minutes. Monsieur. Vous m'entendez? Oui, Daniel Schaeffer, consultant international sur l'Asie. Vous parlez, depuis ce matin, on entend parler de cette importance du respect de la culture de l'autre dans la négociation, dans le management. Le problème est que le message qui est passé à l'attention des entreprises françaises qui veulent exporter n'est pas suffisamment fort. Il y a des formateurs qui existent dans ce domaine. Qui souhaite réagir? Daniel Bernard. Je veux bien, vous avez tout à fait raison. L'international, c'est un respect de la culture, c'est une connaissance de ce qu'il faut faire dans un pays pour se comprendre. Et c'est là où on peut, je reviens, chasser en bande, parce que quand Carrefour a remarquablement réussi en Chine, Carrefour peut aider toute une flopée de PME derrière à s'introduire. Et surtout à leur expliquer comment ils font faire, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc c'est là où le réseau allemand, par exemple, d'exportation était très bon, parce qu'il a toujours mélangé le public et le privé. Mais je dois dire que maintenant, la France le fait aussi très bien. Il y a tout un réseau qui est en place entre les chambres de commerce, les ambassades, etc. Ou même des partenariats privés, comme Partenariat France, qui est financé par les grandes entreprises. Et si une petite entreprise veut vraiment exporter dans un pays, aujourd'hui, elle a de quoi connaître, plus ses consultants, bien sûr,
mais si elle a les moyens, et elle peut vraiment avoir toute la connaissance qu'il faut pour comprendre la culture de l'autre et le mode de décision. Monsieur Giget ? Oui, moi je voulais juste donner un petit point. Quand on regarde, j'ai regardé en détail un peu tous les plans de relance qui déboulent un peu partout. Ce qui est frappant quand on prend le plan chinois, indien, enfin des pays émergents, Brésil, Inde, c'est d'énormes programmes d'infrastructures. Avec des gens qui ont les moyens, parce qu'ils ont de l'argent de côté pour ça. Certains groupes arriveront pas à suivre, on le voit dans l'énergie ou d'autres domaines. États-Unis, c'est d'énormes plans d'infrastructures. On a les 2 plus grands du BTP en France, pour donner un avis, mais aussi dans l'énergie et autres. C'est-à-dire qu'après le coup de frein, la bonne relance keynésienne, il faut faire de l'infrastructure, mais les montants sont considérable, c'est-à-dire qu'on va passer une phase de baisse de la demande des individus en finale à cause du contexte, mais d'énormes dépenses là. On a l'impression que chacun reprend un peu ses billes. Toute allusion à des séparations industrielles en cours serait purement fortuite, mais certaines entreprises auront du mal à tenir leur part de marché dans un contexte extrêmement porteur. Donc, faut pas croire que tout baisse dans le commerce international dans l'année qui vient. Il y a d'énormes contrats en jeu dès aujourd'hui, je dirais, où il faut beaucoup de souplesse et beaucoup de dynamisme pour aller y répondre. Renaud Favier, peut-être une toute dernière question après, si questions il y a dans la salle. Monsieur Favier. Juste pour finir de répondre à monsieur, oui, bien entendu, vous avez raison. Deux axes de réflexion. Un, les chambres françaises à l'étranger, c'est 25 000 adhérents qui sont des entreprises françaises ou des entreprises étrangères qui travaillent en bilatéral en permanence, donc c'est en liaison avec les ambassades, etc., un bon point d'appui. Et deuxièmement, vous avez 1000 fois de raison de mettre en creux dans votre question que le secteur privé en France est un peu oublié. J'allais dire le secteur privé de conseil, d'appui, de consultance, etc. C'est la troisième jambe, c'est le troisième pilier. Il y a le public, il y a le consulaire et assimilé. Le privé est beaucoup plus dispersé, on le voit dans les petites planètes là-bas. Il est en train de s'organiser, on est en train de travailler avec lui pour essayer de faire en sorte d'organiser la coopération, mais c'est crucial, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'acteurs qui sont essentiels. On n'a pas d'entreprise de commerce, on n'a pas de Sogo Socha en France, on en manque. Merci Monsieur Favier. Je pense que nous pouvons rester là pour cette table ronde. Merci de votre attention. Bien sûr, une petite pause, très courte pause, et on poursuit les travaux ensuite.